Mesdames et messieurs. Nous interrompons ce programme. Vous pourrez le revoir à partir du dimanche 20 décembre à 9 h sur notre antenne. Tout de suite, nous prenons la direction de l'Élysée pour écouter le président Nicolas Sarkozy sur le grand emprunt. On l'écoute. Et à la mise en place d'un emprunt pour les financer. La commission coprésidée par Michel Rocard et Alain Juppé, au terme d'un processus de très large consultation et d'audition, m'a remis un rapport de très grande qualité. Je veux ici rendre hommage une nouvelle fois à leur sens de l'État et de l'intérêt général, qui les a conduits à accepter cette mission et, dépassant leurs différences, et peut-être même leurs préférences, à faire émerger une vision commune de notre avenir sur laquelle les forces politiques, le Parlement et les partenaires sociaux ont été consultés. La France et le monde viennent de connaître la crise la plus grave depuis les années 30. Grâce aux initiatives que nous avons prises avec l'ensemble des pays du G20, nous avons évité que cette crise ne se transforme en véritable dépression. Notre pays, l'un de ceux qui a le mieux résisté dans la crise, a renoué avec une croissance positive depuis 2 trimestres. La situation reste difficile pour nos concitoyens, les destructions d'emplois se poursuivent, le chômage touche beaucoup de familles. Il est évident que, dans mon esprit, la crise ne sera terminée que lorsque le chômage recommencera à baisser. Aujourd'hui, nous devons préparer la France aux défis de l'avenir pour que notre pays puisse profiter pleinement de la reprise, pour qu'il soit plus fort, plus compétitif, qu'il crée davantage d'emplois. Il nous faut investir pour rattraper le retard dû à la crise. C'est de l'investissement que naît le progrès technique, moteur de la croissance. Depuis 1974, la part des investissements dans la dépense publique est passée de 12,5% à 7,5%. Ces chiffres sont incontournables, ils sont incontestables et ils sont problématiques pour notre pays. Nous avons constamment sacrifié l'investissement. C'est une faute. Le secteur privé ne peut pas tout car son horizon de temps est différent. Sans l'État, aurions-nous fait le programme électronucléaire ou le TGV? Nous avons donc décidé de mobiliser 35 milliards d'euros qui seront exclusivement consacrés aux priorités d'avenir conformément aux recommandations d'Alain Juppé et de Michel Rocard. Ainsi, ce sont 60 milliards d'investissements publics et privés que nous allons déclencher dans 5 domaines prioritaires, qui recoupent très largement d'ailleurs les préconisations de la Commission. Enseignement supérieur et formation, recherche, industrie et PME, numérique, et enfin, développement durable. Première priorité, enseignement supérieur et formation. Nous y consacrons 11 milliards d'euros. Il y a une vérité qui est elle aussi incontournable. Notre pays a trop longtemps négligé son enseignement supérieur, alors que c'est la clé de la compétitivité future. C'est très simple, là aussi, vous savez, les chiffres sont incontournables. En 2006, nous investissions en proportion 2 fois moins que les États-Unis sur l'enseignement supérieur. 2 fois moins. Je vais dire encore un chiffre qui est incontournable. En France, les dépenses d'enseignement supérieur en pourcentage du PIB ont décru entre 1995 et 2006. Il faut rompre avec cette tendance. En 2007, le budget de l'enseignement supérieur était de 11 milliards. Depuis, chaque année, comme je m'y étais engagé dans la campagne présidentielle, l'effort de l'État augmente d'1 milliard d'euros par an. En 5 ans, si l'on ajoute le plan campus,
cela fera 20 milliards d'euros de plus pour l'enseignement supérieur. Nos universités n'ont pas, pour la plupart, de campus dignes de ce nom. Nous avons lancé l'opération Campus afin que les étudiants disposent enfin de locaux modernes, de logements universitaires, de bibliothèques complètement accessibles. Avec l'emprunt national, nous allons consacrer 1,3 milliard d'euros pour compléter et accélérer le plan Campus, qui atteindra au total 5 milliards d'euros comme je m'y étais engagé. Je précise, on avait indiqué avec le Premier ministre qu'on vendrait une partie des titres EDF. La vente des titres EDF a ramené 3,7 milliards, si mon souvenir est exact. On ne va pas continuer à vendre des titres compte tenu du niveau des titres à la bourse. Donc on met 1,3 milliard sur l'emprunt pour compléter le financement du plan Campus et que les 5 milliards promis aux universités françaises soient absolument au rendez-vous. Nous consacrerons par ailleurs 1 milliard d'euros tout de suite pour créer à Saclay un gigantesque campus regroupant sur un seul site les écoles de Paris Tech, aujourd'hui dispersées dans la capitale, ainsi que l'école centrale de Paris, l'école normale de Cachan et l'université de Paris 11. L'argent est mis à disposition. Depuis que je fais de la politique, même quelques années, j'entends parler de Saclay comme la Silicon Valley. Pas 1 centimètre n'avait bougé. Ah, dans les discours, j'en ai entendu. Voilà de l'argent concret pour que Saclay commence. Nos universités souffraient d'une absence d'autonomie et d'une gouvernance, il faut bien dire, dépassée. Nous y avons mis fin avec la loi sur l'autonomie des universités. Aujourd'hui, nous lançons une nouvelle étape. Avec l'emprunt national, nous allons donner à nos universités les moyens de l'excellence. Notre objectif est simple, faire émerger une dizaine de campus d'excellence avec les moyens, la taille critique, les liens avec les entreprises qui leur permettront de rivaliser avec les meilleures universités mondiales. 8 milliards d'euros y seront consacrés selon des critères stricts définis par un jury international. Alors, le plan Campus, les 5 milliards, c'est le plan immobilier, hein, pour refaire les équipements dont on a besoin. Le plan Campus, emprunt national, qui nous avait d'ailleurs été proposé par Alain Juppé, Michel Rocard et la Commission, c'est tout ce qui est l'immatériel, les meilleurs chercheurs, les meilleurs projets de recherche, voilà. Notre objectif est très simple, nous voulons les meilleures universités du monde. Et nous savons parfaitement, je parle sous le contrôle de Valérie Pécresse, que l'autonomie c'est un moyen, c'est pas une fin. L'autonomie sans argent, ça suffit pas. C'est l'autonomie et les moyens. Je le dis aux présidents d'université qui sont ici, ils ont compris qu'on allait les soutenir. Enfin, ce sont des décisions qui sont sans précédent. Il n'y a jamais un gouvernement qui fait ce que nous venons de décider. La seule condition que nous mettons, c'est l'excellence mondiale, c'est la nouvelle gouvernance, c'est la contractualisation, j'y reviendrai, c'est l'autonomie, c'est le partenariat avec les entreprises et c'est évidemment des résultats. Mais la France se dote de moyens jamais mobilisés pour avoir les meilleures universités du monde, parce qu'avec les meilleures universités du monde, nous nous préparons à gagner le combat de la compétitivité. Ces universités recevront donc, après un processus de sélection rigoureux, et peut-être même une période probatoire, des dotations aux alentours, je ne veux pas trop m'engager, je le dis à Alain et au Premier ministre, bien sûr, mais aux alentours d'1 milliard d'euros chacune, en pleine propriété. En pleine propriété. Ces sommes seront consacrées à l'achat d'équipements de pointe, mais l'essentiel permettra de doter les universités bénéficiaires d'un capital générateur de revenus
à l'image de ce qui se fait dans les pays dont les universités sont au premier rang de la performance mondiale. C'est la première fois, je crois pouvoir le dire, que les universités seront dotées en pleine propriété de fonds propres. Ce qui était l'un des grands problèmes des universités françaises, c'est qu'elles n'en avaient pas. Pour la première fois, les universités françaises bénéficieront de ressources pérennes qui, par définition, ne seront pas soumises aux aléas des arbitrages budgétaires. Alors, notre effort ne se limitera pas à l'enseignement supérieur. Il faut développer l'apprentissage, et l'excellence est aussi dans l'apprentissage. En complément des apports des entreprises, des partenaires sociaux et des collectivités locales, 500 millions d'euros seront investis par l'État pour améliorer l'hébergement des jeunes, pour rénover les centres de formation, les mettre aux normes et surtout les équiper avec les machines les plus modernes, car ça n'a pas de sens de préparer nos jeunes aux métiers de demain si on les forme sur les machines d'hier. Et surtout, avec le Premier ministre, nous ne voulions pas donner le sentiment que l'argent de la formation n'allait qu'à l'enseignement supérieur, aux étudiants et pas à l'apprentissage. Par ailleurs, il nous faut investir pour donner des chances à tous d'accéder aux meilleures formations. Les internats d'excellence, dont vous savez combien ils sont à mes yeux une priorité, parce qu'ils fournissent aux jeunes d'origine modeste de bonnes conditions de vie et d'études, nous allons créer 20 000 places supplémentaires d'internats d'excellence, avec l'argent que nous mobilisons ici. Donc vous voyez, gros ensemble pour les universités, les campus, à la fois en immobilier et matériel, beaucoup de moyens pour l'apprentissage et 20 000 places d'internat d'excellence que nous voulons tout de suite. Deuxième priorité, la recherche, 8 milliards d'euros. La France a des laboratoires de pointe, nous consacrons de moyens importants à la recherche publique, nous nous honorons d'avoir plusieurs prix Nobel dans les matières scientifiques, mais nous souffrons de la dispersion des efforts et du cloisonnement trop fréquent entre la recherche et le monde économique. Nous allons donc développer les équipements de recherche, muscler les pôles de compétitivité, accroître nos efforts dans les domaines aussi vitaux que les biotechnologies et les nanotechnologies. Je voudrais insister sur deux dimensions essentielles. La première, c'est la valorisation. Nous sommes champions pour les découvertes, mais très en retard pour les brevets et le dépôt de brevets. Il faut donc amener les travaux de nos laboratoires vers les applications industrielles. Nous allons y consacrer 3,5 milliards d'euros sur l'enveloppe des 8 milliards. Nous allons doter en capital un petit nombre de sociétés de valorisation implantées sur les grands campus, à l'image de celle où nous étions, cher Alain, la semaine dernière en Alsace avec Michel Rocard, dans les biotechnologies. Donc on va mettre 3 milliards d'euros pour doter les sociétés de valorisation, c'est-à-dire celles qui récupèrent les dépôts, les brevets, et leur donnent en quelque sorte une traduction quasi industrielle. C'est l'interface entre les grandes industries et la recherche. La deuxième priorité, c'est la santé et les biotechnologies qui se verront affecter 2,5 milliards d'euros sur les 8 milliards. Concrètement, je le dis au ministre de la Santé, c'est plus d'argent pour la recherche sur le cancer, les maladies génétiques, Alzheimer qui brise des dizaines de milliers de familles chaque année, et le sida. Alors, il y a un projet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la création d'instituts hospitalo-universitaires. Je l'avais annoncé lors de ma visite à Paul Brousse, là où ils font les transplantations du foie. Notre idée, c'est de rassembler des équipes de recherche de niveau mondial autour d'un projet scientifique cohérent. Nous leur consacrerons 850 millions. Un premier appel d'offres aura lieu au cours de l'année 2010. Nous sélectionnerons les 5 premiers instituts hospitalo-universitaires. Autrement dit, il y a les CHU, et dans les CHU, ou à côté, mais notre idée, c'est d'en avoir 5, en quelque sorte, de niveau d'excellence mondiale. Vous voyez que notre idée, c'est suivant les préconisations de la Commission,
c'est de concentrer des moyens très importants sur un petit nombre d'équipes pour avoir l'excellence mondiale et bien sûr drainer autour tous les avantages de la première place dans la compétition mondiale. Troisième priorité, industrie et PME. 6,5 milliards d'euros. Là aussi, je vais prendre des chiffres, mais ce n'est pas pour être désagréable, c'est pour qu'on comprenne la profondeur du diagnostic. Notre compétitivité s'est érodée. Il y a un chiffre qui est assez bouleversant. La part des exportations françaises dans la zone euro, je ne parle même pas de l'Asie, parce que là on peut dire, bon, non, dans la zone euro, la part des exportations de la France dans la zone euro a reculé de 20% au cours des 10 dernières années. Alors on peut ne pas voir ces chiffres, mais si on ne se met pas d'accord sur le diagnostic, comment on peut trouver la solution? Nous avons reculé de 20% au cours des 10 dernières années. Alors on peut dire que c'est les autres qui ont avancé. OK. Mais au résultat, on a perdu des parts de marché, non pas sur les nouveaux émergents, non pas sur le Brésil, sur l'Inde, sur la Chine, mais sur nos voisins européens, sur nos amis. Bon. Pour la première fois cette année, notre part, la part de la France dans les exportations de la zone euro se redresse. Pas assez, puisque nous passons de 13,2% à 13,5%. Et notre déficit commercial diminuera en 2009 d'au moins 10 milliards d'euros par rapport à 2008. Mais c'est insuffisant. Il faut faire beaucoup plus. Alors depuis 2007, nous avons fait un effort massif pour l'industrie. C'est le crédit d'impôt recherche. Nous sommes devenus l'un des pays les plus attractifs fiscalement pour les activités de recherche. C'est la réforme de la taxe professionnelle qui va se traduire dès l'année prochaine par une baisse moyenne de 36% des impôts locaux acquittés par les entreprises industrielles. Eh bien, l'emprunt national nous fournit l'occasion d'aller plus loin. Nous allons aider nos filières d'excellence à préparer l'avenir, l'aéronautique, le spatial, l'automobile, le ferroviaire, la construction navale. Construire les batteries qui donneront plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie aux véhicules électriques, faire l'avion du futur qui sera plus silencieux et réduira sa consommation et ses émissions de moitié, faire le navire économe qui équipera un jour toutes les grandes flottes commerciales du monde, préparer dès à présent Ariane 6, voilà ce que nous allons faire. Par ailleurs, nous avons décidé de convoquer des États généraux de l'industrie, et souvent on nous a interrogés entre la compatibilité entre l'exercice grand emprunt et les États généraux. Nous avons donc décidé qu'une enveloppe spécifique de 1 milliard d'euros non affectée sera réservée aux conclusions des États généraux. Quatrième axe, le développement durable. 5 milliards d'euros d'investissements publics supplémentaires qui s'ajouteront aux 7 milliards d'investissements de l'État prévus chaque année jusqu'en 2020 dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Notre idée, c'est de faire un effort technologique majeur. Nous allons donc lancer le développement des réacteurs nucléaires de 4e génération, 1 milliard d'euros, qui recycleront l'uranium et le plutonium et produiront beaucoup moins de déchets. L'essentiel de l'effort portera sur les énergies renouvelables, puisque nous allons affecter 2,5 milliards d'euros à l'ADEME, qui sélectionnera ensuite les meilleurs projets présentés par les laboratoires dédiés aux énergies renouvelables, à l'Institut français du pétrole, au CNRS, dans les universités ou au CEA. Le CEA a un savoir-faire technologique inégalé dans le nucléaire, mais il nous permet, ce qui se sait moins, de figurer au premier rang de la recherche mondiale dans le domaine solaire, dans les biocarburants ou le stockage d'énergie. Demain, je souhaite qu'il approfondisse encore cette orientation en faveur des autres énergies décarbonées, car il s'agit bien ici de respecter l'engagement d'un gouvernement d'une parité absolue des efforts de recherche entre le nucléaire et les énergies renouvelables.
Le CEA va donc devenir le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. 5e priorité, l'économie numérique. 4,5 milliards d'euros lui seront consacrés. Notre premier effort doit être d'assurer la couverture du territoire en haut débit. L'initiative privée ne peut y suffire. L'exigence d'aménagement du territoire impose l'intervention d'un schéma de déploiement du très haut débit arrêté par l'État. Au fond, il s'agit de faire pour le haut débit ce que notre pays a fait avec un peu de retard dans les années 70 pour le téléphone. Le plan sera présenté par le gouvernement dans les prochains jours. C'est un saut technologique qui va révolutionner nos modes de vie. Nous allons valoriser notre patrimoine culturel qui est à peine numérisé. Nous allons monter un grand partenariat public-privé pour se servir de la technologie et de l'efficacité des entreprises, tout en gardant la maîtrise de notre patrimoine. Sur les 4,5 milliards d'euros, nous allons consacrer 750 millions d'euros à la numérisation des contenus de nos musées, de nos bibliothèques, de notre patrimoine cinématographique. Il n'est pas question de laisser ce patrimoine partir. C'est aussi un problème d'identité, et notamment d'identité nationale. Voilà, mesdames et messieurs, ce plan d'investissement public va nous permettre de déclencher, selon les estimations de la Commission d'Alain Juppé et de Michel Rocard, 25 milliards d'euros d'investissements supplémentaires venant du privé, de l'Europe, des collectivités locales. Sur le développement durable, 1 euro d'investissement financé par l'emprunt national engendrera 1 euro supplémentaire d'investissement financé par d'autres sources. Sur le numérique, dans les zones où l'État interviendra, il demandera aux opérateurs privés d'apporter en fonds propres 2 euros pour chaque euro investi par l'État. Et dans le domaine industriel, les entreprises prendront bien évidemment leur part dans les nouveaux projets. Je pense notamment aux industriels de la santé, aux laboratoires pharmaceutiques notamment. Donc vous le voyez, on a essayé de faire un effort de cohérence. On a fait la réforme de l'université sur l'autonomie, on met de l'argent sur l'université. On fait la réforme de la taxe professionnelle, on met de l'argent sur les filières industrielles. On se bat pour que Copenhague soit un succès, une grande ambition, on met de l'argent sur les énergies décarbonées. Il y a une cohérence entre les réformes que nous mettons en œuvre et les moyens que nous mettons au service de ces réformes. Alors, c'est donc un effort absolument exceptionnel en faveur de l'investissement. Cet effort ne peut être détourné au profit de dépenses récurrentes de l'administration. Les fonds mobilisés par le gouvernement, Monsieur le Premier ministre, seront donc clairement distincts de ceux du budget de l'État et affectés à des organismes bien identifiés qui signeront un contrat avec l'État. C'était aussi une conclusion de la Commission. Un commissaire général à l'investissement sera chargé de mettre en place ce dispositif sous l'autorité du Premier ministre. Je remercie René Ricol d'avoir accepté cette fonction. Le commissaire général nous aidera à définir, au-delà de l'emprunt national, une politique plus efficace et plus cohérente d'investissement public. L'investissement public ne peut être l'éternel sacrifié des arbitrages budgétaires. Un comité de surveillance composé de personnalités qualifiées et de parlementaires sera chargé du suivi et de l'évaluation des projets financés par l'emprunt national. Les partenaires sociaux y seront associés et j'ai demandé à Alain Juppé et à Michel Rocard d'accepter de coprésider ce comité de surveillance. Vous voyez bien notre stratégie, plus d'investissements, moins de dépenses courantes. Je l'avais annoncé devant le Congrès. Le tout s'inscrira dans une stratégie globale de rétablissement de nos finances publiques. À cet égard, je veux vous annoncer que sur les 35 milliards d'euros d'investissement, 13 milliards d'euros seront financés par les fonds remboursés par les banques.
22 milliards d'euros, la différence, seront levés sur les marchés aux meilleures conditions de financement. Aujourd'hui, nos taux d'intérêt à 10 ans se situent autour de 3,5. Profitons de ces bonnes conditions. Solliciter le public à hauteur de 10 milliards nous aurait coûté 1 milliard de plus. Je ne vois vraiment pas pourquoi le faire. Pourquoi 1 milliard de plus? Ben oui, si on sollicite le public par un grand emprunt, il faut donner en rémunération un peu plus que ce qu'on a avec l'assurance vie. Sinon, les gens ne viennent pas. Pourquoi emprunter à 4,5 alors qu'on peut emprunter à 3,5? Et pourquoi par ailleurs payer des commissions aux banques alors que la direction du Trésor peut très bien organiser le prélèvement de 22 milliards d'euros entre cette année et l'année prochaine sans aucun problème par rapport aux quelques 175 milliards d'euros qu'on lève sur les marchés chaque année. Voici ainsi tranché un problème qui avait beaucoup agité la presse pour des raisons d'ailleurs que je n'avais pas compris. On avait beaucoup parlé de la légitimité qu'on se faisait sur un emprunt. Vous savez, faites un emprunt à 7%, vous aurez une grande légitimité. Faites un emprunt à 2,5%, je crains que votre légitimité vous déçoive un petit peu. Bon, la question n'est pas la légitimité dans un emprunt ou sa souscription, la question c'est l'utilisation qu'on en fait. En face de cet emprunt, je veux que chacun le comprenne, nous aurons pour une large part des actifs, des prêts participatifs, des avances remboursables, par exemple sur l'avion du futur, des fondations qui resteront dans notre patrimoine, rapporteront des revenus, amélioreront notre croissance. Cet emprunt ne financera aucune des dépenses courantes, il financera des investissements qui ont vocation à enrichir le pays. Alors, je voudrais rappeler que, avec la crise, les dettes publiques se sont alourdies dans tous les pays développés et que notre stratégie de finances publiques doit être absolument transparente pour que chacun la comprenne. La Commission européenne nous y invite. Je n'ai pas l'intention de m'y dérober. J'ai suffisamment fait pour que la France retrouve toute sa place en Europe pour que personne n'ait de surprise avec notre stratégie. Avec la crise, les recettes fiscales de l'État ont plongé en une année de 54 milliards d'euros. En année normale, entre guillemets, les recettes fiscales de l'État augmentent de 12 milliards d'euros. Cette année, nous avons donc eu 66 milliards d'euros en moins par rapport à une année fiscale normale. Et la crise a donc creusé nos déficits parce que nos recettes fiscales ont baissé. J'assume la stratégie qui a consisté à soutenir l'activité, et heureusement que nous l'avons fait, comme tous les pays du G20. Je note d'ailleurs qu'on me reproche aujourd'hui des déficits, mais ceux qui me les reprochent, c'est ceux qui indiquaient que le plan de relance du gouvernement était trop faible, pas à la hauteur, et que nous aurions dû nous inspirer de ce que faisaient les Américains. Comment peut-on dire, il y a 8 mois, le plan de relance est insuffisant, et aujourd'hui, le déficit est trop grand? J'aimerais qu'on m'explique la logique et la cohérence. Notre déficit budgétaire est de 141 milliards d'euros. L'effet de la crise est venu s'ajouter à quoi? À 25 années ininterrompues d'augmentation de la dépense publique. En 30 ans, la dépense publique dans notre pays est passée de 44% du PIB à 52,3% de la richesse nationale. C'est l'évolution constante des 30 dernières années. Aujourd'hui, nous faisons le choix de mettre fin à la tendance qui nous a conduit à plus de dépenses, plus d'impôts et moins d'investissements. En 2007, la dépense publique française représentait donc 52% du PIB, c'est 43% en Allemagne. L'Allemagne est notre principal partenaire et notre principal concurrent. 52,3% en France, 43% en Allemagne. En 2007, nous avons dépassé la Suède comme le pays de l'OCDE où la dépense publique est la plus forte. Voilà la situation.
Nous avons aussi les prélèvements obligatoires parmi les plus élevés du monde, 42,3% du PIB en 2007. Je le redis clairement, la stratégie de l'augmentation des impôts est impossible en France. Ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de compétitivité. Il va nous falloir dépenser moins, dépenser mieux. Réduire les dépenses, ce ne peut être que le résultat d'une ambition collective, partagée entre les responsables de l'État, des collectivités locales et de la sécurité sociale. En janvier, nous organiserons une conférence sur le déficit de la France qui réunira les représentants de l'État, la sécurité sociale et les associations d'élus locaux. En janvier, on se réunira pour se mettre d'accord sur la méthode qui nous permettra de fonder un diagnostic partagé. Puis nous déciderons, avant le printemps, les conséquences et les conclusions à en tirer. Du côté de l'État, nous avons d'ores et déjà instauré des règles sur lesquelles je ne céderai pas. Depuis mon élection, c'est 100 000 postes de fonctionnaires qui ont été supprimés en 3 ans grâce au non-remplacement d'un départ à la retraite sur 2. Jamais un tel effort n'avait été réalisé. Et malgré la crise, les dépenses de l'État hors relance ne progressent pas plus vite que l'inflation. D'autres mesures vont être prises pour renforcer notre contrôle sur les dépenses. Ainsi, les intérêts de l'emprunt que nous venons de décider vont être immédiatement gagés par des économies supplémentaires sur les dépenses courantes de l'État. Je demande au Premier ministre et à Éric Woerth de voir rapidement, notamment dans le cadre de la loi de finances rectificative de janvier, comment gager les intérêts de l'emprunt par des économies immédiates sur les dépenses courantes. Une nouvelle phase de la RGPP est engagée. Le gouvernement gagera toute dépense nouvelle par une réduction d'une dépense de même ampleur. Et par ailleurs, nous affecterons toute recette fiscale nouvelle due à la croissance à la réduction du déficit. Mais l'État ne représente qu'un tiers de la dépense publique. Il faut donc tout réexaminer. Avec les collectivités locales, il nous faut construire ensemble, dans un esprit partenarial, de nouvelles règles du jeu, comme viennent de le faire l'Allemagne et l'Espagne. Il n'est pas normal que dans le même temps où l'État réduit en un an de 35 000 le nombre de ses fonctionnaires, les collectivités territoriales en créent un peu plus sans qu'il y ait eu, depuis 3 ans, le moindre transfert de compétences. S'agissant de la sécurité sociale, nous ne laisserons pas les déficits menacer la pérennité de notre mode social. Je vous confirme qu'en 2010, nous engagerons une réforme des retraites. Nous ne pouvons pas faire comme si l'allongement de la durée de la vie n'avait pas d'impact sur nos systèmes de retraite. Et sur les dépenses de santé, rien ne peut expliquer que nous les financions par de la dette. Nous allons poursuivre le travail de rénovation de notre système d'assurance maladie. La sécurité sociale est confrontée à une crise des recettes absolument sans précédent. Celle-ci explique les 2/3 du besoin de financement en 2009 et les 3/4 en 2010. J'ajoute que nous avons été particulièrement vigilants dans la maîtrise des dépenses avec un objectif national de dépenses d'assurance maladie à 3,3 en 2009 qui est respecté pour la première fois depuis 10 ans. L'hôpital, Roselyne Bachelot s'en occupe. Par ailleurs, la commission d'Alain Juppé et de Michel Rocard recommande dans son rapport d'ouvrir un débat sur l'opportunité de mettre en place dans notre pays une règle budgétaire pour revenir à l'équilibre des comptes publics. Nos amis allemands ont ainsi pris l'engagement de ramener leur déficit à 0 en 2016 si les conditions économiques sont normales. Cette règle en Allemagne est même inscrite dans la Constitution.
Je ne me prononcerai pas aujourd'hui sur une telle disposition, mais je souhaite que ce débat ait lieu. Et c'est pour cela que se tiendra la conférence sur le déficit de la France, que nous mettrons en place en janvier et que nous terminerons dans les semaines et les mois qui suivent, et qui débattra des propositions pour sortir de la spirale du déficit et de l'endettement. Et le gouvernement sera naturellement très ouvert à toute proposition, et pourquoi pas s'inspirer de ce que font nos amis allemands, compte tenu de la proximité de nos liens avec eux. Mesdames et messieurs, j'en terminerai par là. Vous avez bien compris que les choix que nous faisons vont bien au-delà des clivages politiques. Je dois d'ailleurs la vérité de dire que j'aurais pu signer la lettre qu'a adressée Michel Rocard samedi après-midi à un grand quotidien du soir. Et grosso modo, il disait, comme il est beaucoup plus intéressant de s'intéresser à ce qu'on fait de l'emprunt qu'à en rester à la seule définition de la dette. Ce n'est pas une affaire de gauche et de droite, ce n'est pas une affaire de majorité et d'opposition, parce que les investissements que nous avons décidés sont des investissements qui auront des conséquences pour les 20 à 30 années à venir. C'est des choix que nous avons faits avec le gouvernement, avec le Premier ministre, en conscience. Je crois que ce que nous décidons est extrêmement important, comme lorsque le général de Gaulle a décidé du plan électronucléaire français, comme lorsque les gouvernements qui ont suivi ont décidé du TGV. Nous sommes à un de ces moments de l'histoire économique de notre pays où il faut être présent au rendez-vous de l'avenir, prendre le virage. Il y a eu le virage des années 58, enfin, il y a eu le virage du lendemain de la guerre avec le plan Marshall, il y a eu le virage du début des années 60, pour faire clair, il y a eu le virage du début des années 70 avec le premier choc pétrolier suivi des autres. Nous avons le virage du XXIe siècle, c'est celui de la croissance durable, des économies d'énergie, des énergies renouvelables, de l'investissement dans la société de la connaissance, du numérique, du haut débit, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Voilà les choix qu'en conscience j'ai décidé d'assumer. Et si vous le voulez bien, je vais me livrer à vos questions. Je rappelle que ces questions doivent porter sur l'économie et sur le social, si vous le voulez. Et qu'avec grand regret, nous nous quitterons à midi, puisque je dois recevoir le président égyptien. Ici, que celui qui a le micro prenne la parole. Oui, bonjour, je ne voudrais pas donner le sentiment d'avoir des préférences. Bonjour, Monsieur le Président. Nous sommes deux, il y a un écho qui commence. Bon, alors Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. Bonjour Monsieur le Président. Sans prononcer des mots qui fâchent, je voulais vous poser la question suivante. Est-ce un retour à la planification? Et pouvez-vous nous donner quelques éclaircissements sur les critères d'attribution, les critères de sélection, en regard, tout simplement, des lois du marché de la concurrence, en particulier au niveau européen? Merci. Enfin, vous savez, les mots fâchent jamais. Enfin, pourquoi ils fâchent? Il n'y a pas de raison de se fâcher. Deuxièmement, pourquoi faire de l'idéologie? En quoi donner des moyens à nos universités, c'est le retour de la planification? Doter les universités de l'autonomie, c'est le contraire de la centralisation. Les doter de fonds propres, c'est le contraire de la planification. Absolument le contraire. Doter nos laboratoires de recherche et nos sociétés de valorisation de capitaux. Vous pourriez me dire, c'est un choix d'investissement. En gestionnaire avisé, l'État donne des moyens pour ces entreprises les plus prometteuses. Lancer la 4e génération du nucléaire. Où est la planification? Annoncer la contractualisation avec tous les gens avec qui on donnera de l'argent pour être sûr d'obtenir des résultats. Sélectionner 5 pôles hospitaliers d'excellence mondiale avec un jury lui-même d'expertise mondiale, c'est le contraire de la planification. La planification, c'est 3 personnes dans un bureau qui définissent dans leur coin
leur système. Suivant les travaux d'Alain Juppé et de Michel Rocard, nous vous annonçons 60 milliards d'euros, puisqu'il y a 35 milliards de public et 25 milliards de privé. C'est le contraire de l'esprit de système. C'est absolument le contraire. Donc ça ne me fâche pas du tout. Je suis toujours triste quand quelqu'un fait une erreur. Monsieur le Président, Jean-Jérôme Bertolus, iTélé Canal+. Est-ce que, malgré son caractère rigoureux, vous pensez que ce grand emprunt peut avoir un effet positif sur une reprise que d'aucuns jugent un peu molle, certains même craignent une rechute, et sur l'emploi, à court terme? Oui, merci de cette question. Ce grand plan d'investissement, public et privé, n'est pas un plan de relance. Enfin, je veux qu'on soit... merci de me permettre de préciser ça, j'aurais dû le dire d'ailleurs, et je m'en excuse auprès de vous. Ce n'est pas un plan de relance. Je veux dire que... et il n'y aurait pas eu la crise, monsieur, qu'il fallait quand même ce grand plan. On est totalement hors du contexte économique du moment. Le plan de relance que nous avons décidé avec le Premier ministre, Madame Lagarde, Monsieur Woerth, c'est un plan adapté à la situation économique. Il fallait mettre du carburant dans l'économie pour que ça ne retombe pas, ou pour qu'on n'aille pas à la dépression. Mais ce plan qu'on annonce n'est pas un plan de relance. Alors, pardon, ça peut y contribuer, bien sûr, mais nous ne sommes pas du tout dans une affaire conjoncturelle. Par exemple, le très haut débit, la numérisation de nos contenus n'a rien à voir avec la crise économique que nous connaissons. De toute manière, il aurait fallu le faire. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. L'argent pour le cancer, le sida, Alzheimer, les nanotechnologies, crise ou pas crise, il faut le faire. L'aide que nous allons donner aux industries pharmaceutiques, nous voulons rester une grande nation industrielle. Qui est la crise ou pas la crise? Donc, pour nous, nous n'en attendons pas des résultats en termes d'emploi ou de reprise de la croissance immédiat. Nous en attendons des résultats à long terme. Prenez l'exemple des campus. Entre le moment où on met l'argent pour réaliser les équipements, le moment où on va sélectionner la dizaine de campus d'excellence, va se passer quelques mois, forcément. Donc, je ne m'attends pas à ce que ça amène... Et puis, il y aura la génération d'étudiants et de chercheurs qui viendront. Forcément, ça mettra du temps. Mais on aura travaillé pour l'avenir du pays. Mais on n'est pas dans quelque chose qui est lié au contexte économique du moment. Ce n'est pas un plan de relance bis, même si ça va permettre à la France d'avoir plus de croissance, mais on est vraiment dans quelque chose qui a quelques années. Bon, mais c'est pas pour ça qu'il fallait pas le faire. Monsieur le Président Gérard Leclerc, LCP, compte tenu de la difficulté, de la gravité des finances publiques, est-ce que vous excluez toujours de revenir sur un certain nombre de baisses d'impôts, d'avantages fiscaux, les niches fiscales, le bouclier fiscal Revenir, je ne comprends pas. Les niches fiscales, nous sommes le premier gouvernement à les avoir plafonnées. Vous voulez que je revienne sur le plafonnement pour que je les plafonne avant? Ça, nous sortons à peine de la loi de finances, on en a discuté avec le Parlement, toutes les niches fiscales ont été plafonnées. Absolument toutes. Donc, je ne vois pas pourquoi nous allons plafonner, oui, en diminution. Bon. Sur le bouclier fiscal, je m'en suis déjà de multiples fois expliqué, mais enfin, Monsieur Leclerc, est-ce que vous avez conscience qu'on est en Europe? Non, parce que c'est un point important. La France est le deuxième pays d'Europe. La France est dans sa famille en Europe. Quel est le premier pays d'Europe, Monsieur Leclerc? L'Allemagne. L'Allemagne est notre voisin. C'est notre premier client, notre premier fournisseur. Et notre premier concurrent. Ce n'est pas faire insulte aux Allemands que de dire qu'ils sont notre premier concurrent. Sur les marchés extérieurs, contrairement à ce que j'entends dire, le premier concurrent des entreprises françaises, c'est l'Allemagne. Bon. Nous avons une frontière commune. L'Allemagne a un bouclier fiscal. Et le bouclier fiscal est inscrit dans la Constitution. L'Allemagne, au début des années 90, enfin la Cour suprême, a annulé un budget parce qu'un contribuable, un seul contribuable,
s'était vu prélever plus de 50% de ce qu'il avait gagné en impôts. Le bouclier fiscal n'est pas une invention que j'ai faite tout seul dans mon coin. Pourquoi l'Europe devrait-elle se traduire par que des mauvaises nouvelles pour les Français et que des bonnes pour les autres? Si vous êtes président de la République de France, vous souhaitez donner à votre pays les mêmes atouts qu'aux Allemands. Si les Allemands, les socialistes allemands, dans la campagne, ils viennent de sortir d'une campagne législative, les socialistes allemands n'ont pas proposé la suppression du bouclier fiscal allemand. Et quand M. Schröder était au pouvoir, socialiste allemand, 2 mandats, si mon souvenir est exact, il a gardé le bouclier fiscal. Pourquoi voudriez-vous en priver les Français? Est-ce que vous pensez qu'on sera plus heureux et qu'on aura plus d'emplois avec d'un côté de la frontière avec l'Allemagne, de l'autre côté du Rhin, un bouclier fiscal pour les gens qui investissent et de l'autre côté de la frontière, pas de bouclier fiscal? Vous pensez qu'avec ça, on aura plus d'investissements dans nos entreprises? Que la France sera plus heureuse? Est-ce que vous croyez même que les ouvriers, ils préfèrent pas avoir le propriétaire de leur entreprise qui soit quelqu'un qu'ils connaissent, qui mette son argent, plutôt qu'un fonds de pension ou un hedge fund qui demande des rendements invraisemblables et qui dépêche les entreprises pour certains d'entre eux et qui change de dirigeant tous les ans? Donc, si j'ai fait ce choix-là, c'est pas un choix que j'ai fait sans y réfléchir. Ben, regardez l'Europe. Le gouvernement socialiste espagnol qui a pris la décision de supprimer l'impôt sur la fortune. La taxe professionnelle qui n'existe nulle part partout en Europe. Nulle part. Comment garder notre pays un capitalisme de production si on fait le contraire des autres, M. Leclerc? Je ne parle pas de la Chine, je ne parle pas de l'Inde, je ne parle pas des émergents, je parle de notre famille, la famille européenne. Pourquoi faire de la France le pays qui accumule des catastrophes et après se plaint d'avoir plus de chômeurs que les autres? Est-ce que l'expérience des 35 heures vous a pas suffi? Ça a été un triomphe en la matière pour les travailleurs allemands et européens. Pour la compétitivité française, ça a été un désastre. Faire les 35 heures, si les autres en Europe le font, pourquoi pas? Mais être les seuls, c'est condamner les Français à avoir plus de chômage. C'est quand même ça. L'autonomie des universités, pourquoi je ne peux pas y renoncer? Parce que partout ailleurs, elles sont autonomes. Et le devoir d'un président de la République qui veut préparer son pays au défi du XXIe siècle, c'est de regarder le monde tel qu'il est. Pas du tout pour aligner vers le bas, au contraire vers le haut, qu'il y ait moins de chômeurs, plus de croissance, plus d'étudiants. TF1, LCI. Monsieur le Président, vous expliquez que la dette qui finance de l'investissement, c'est de la bonne dette parce qu'elle crée des actifs qui viennent en garantie. Est-ce que ça permet d'imaginer à terme qu'on récupère ces actifs en les privatisant, si les marchés le permettent? Est-ce qu'il y a des privatisations possibles en France encore aujourd'hui? Monsieur Sylvestre, les choses sont parfaitement claires. Je prends l'exemple du FSI que nous avons doté avec Monsieur Fillon et Madame Lagarde de 20 milliards d'euros. Nous n'avons pas vocation à garder la totalité des participations du FSI ad vitam aeternam. J'ai déjà eu bien l'expérience de ça avec Alstom. On avait ajouté nous-mêmes, Monsieur Sylvestre, à l'époque, 2004, puisque ministre des Finances, j'avais racheté 22% d'Alstom dans les comptes de l'État, puis 800 millions d'euros, puis Monsieur Breton, en 2005, si mon souvenir est exact, l'a revendu 2 milliards 200 millions. Le FSI prend des participations. On n'a pas vocation à rester quelques semaines ou quelques mois, mais ça n'a pas vocation à garder pendant 10, 15, 20 ans, et donc nous n'excluons absolument pas de revendre des participations. Une autre question sur la coordination européenne. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de coordination européenne en matière de politique industrielle et de plan de relance? Écoutez, c'est une excellente suggestion. Vous savez très bien que la position de la France est celle d'une demande pour renforcer. Alors je n'emploie pas les mots gouvernement économique parce que, tous les pays n'ont pas la même organisation. Certains sont fédéraux, d'autres sont plus centralisés. Au moins une coordination, mais nous sommes entendus, puisque M. Van Rompuy a décidé
qu'il y aurait un Conseil européen vraisemblablement, enfin je le laisse annoncer, au mois de février. Et savez-vous quel serait le premier thème? La coordination de la politique économique. Monsieur le Président, Luc Évrard, Europe 1. Vous me direz sans doute qu'il faut un début à tout, mais j'ai noté que le chiffre que vous avez retenu correspond peu ou prou pour la France entière à l'équivalent des investissements qui vont être lancés dans les 3 prochaines années par le groupe Volkswagen. J'ai noté aussi que pour ce qui concerne les universités, le milliard dont vous allez doter les 8 meilleurs représente un 20e du budget de Harvard, pour ne citer les 8 milliards. Le milliard par université que vous envisagez. Oui, enfin, ça fait 8. C'est un début, c'est ce que je dis. Non, mais... 8 en tout, d'accord. Harvard, c'est ça fait 11 en tout, quand même. Très bien. Harvard, c'est 20 milliards. Et vous voulez les meilleures universités du monde. Ma question est la suivante, en réalité, compte tenu de ce que je viens de dire. Est-ce que vous avez fixé cette enveloppe en fonction d'un diagnostic sur la réalité des besoins de la France pour préparer l'avenir, ou est-ce que vous ne l'avez fixé que dans les limites des marges de manœuvre qu'évoquait Michel Rocard d'ailleurs dans Le Monde vendredi, qui restent à la France pour s'endetter sans dégrader sa notation? Merci. D'abord, merci de remettre en perspective les efforts qu'ont fait les autres avant nous. Mais je crains que vous n'oubliez la part du privé. Dans ce que nous ferons avec les universités, puisque c'est l'exemple que vous avez pris. D'abord, apporter 1 milliard d'euros à une université française, on peut considérer que c'est pas assez, mais dites-moi, vous interrogerez le milieu universitaire, ils vous diront que c'est pas fréquent, hein. Bon, qu'ils n'ont pas été habitués à ça. Mais surtout, dans les choix que nous ferons avec le Premier ministre et Madame Pécresse, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y aura la contractualisation. Et nous espérons bien que le privé va doubler ce que nous allons mettre. Parce que quand vous parlez d'Harvard et des autres, vous auriez pu parler de Stanford. Stanford, au lendemain de la guerre, s'est trouvé quasiment sans rien. L'histoire est connue. Et ils ont eu une idée absolument géniale. Ils n'avaient pas de moyens, mais ils avaient des terrains. Et ils ont donc décidé qu'ils donneraient gratuitement à leurs étudiants des locaux pour développer leurs petites entreprises. Dans les premières générations, il y a eu 2 types totalement inconnus. Le premier s'appelait Hewlett. Le second s'appelait Packard. Ils ont fait du chemin. Mais ça, c'est pas une dotation de l'État. L'État est là pour amorcer. Bon. Moi, je rêve, je l'ai dit au Premier ministre comme à Valérie Pécresse, qu'en plus, on fasse la franchise fiscale sur les campus qu'on va créer. Je ne crois pas au campus virtuel. Nulle part dans le monde, le campus virtuel n'a marché. Nulle part. Je crois qu'un campus, pour fonctionner, a besoin d'une accroche territoriale. Enfin, que les chercheurs, les chefs d'entreprise, les étudiants ont besoin d'un endroit pour se rencontrer. Mais j'espère qu'on va faire des pépinières d'entreprises sur les campus universitaires français, qu'on leur donnera une franchise fiscale, et que tout ceci va créer beaucoup plus d'argent qui va arriver dans les universités françaises. Il ne s'agit pas de la mercantilisation des universités, il s'agit de leur ouverture. On ne peut pas être le seul pays au monde où l'argent privé aurait une odeur, comprenez, une mauvaise odeur. On ne peut pas être le seul pays au monde où la recherche passe partout, sauf dans les universités. Moi, je souhaite que nos grandes entreprises confient des programmes de recherche à nos universités. C'est comme ça qu'on va réussir. C'est d'ailleurs, je n'invente rien, monsieur. C'est ce qui se passe partout ailleurs. Alors, si vous me dites, est-ce que vous auriez aimé faire plus? Sans doute. Mais est-ce que c'est pas mal? Oui, aussi. Parce que quand même, enfin, si on arrive, je parle sous le contrôle d'Alain et de ce qu'ils ont calculé, enfin, 60 milliards d'euros, restons raisonnables aussi, c'est des sommes considérables. Bon. Et moi, je ne demande pas mieux qu'on me dise, oh, dans le fond, vous avez tiré un petit peu bas, mon vieux. Bon, ça fera équilibre avec ce qu'on dit d'habitude. Je ne voudrais pas que M. Geoffrin soit frustré, parce que franchement, ça me gênerait.
Oh pardon, allez-y, puis Monsieur Geoffrin après. Jean-Paul Chapelle, France 2. Vous avez parlé de coordination européenne. Sur le plan des projets et de l'emprunt lui-même, est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir convaincu vos partenaires d'avoir fait un emprunt européen sur les infrastructures ou quelque chose un objet avec des ressources européennes aussi? C'est la même question que M. Sylvestre sur la coordination. D'abord, avec les Allemands, c'est quand même coordonné, puisque Madame Merkel a annoncé un plan de 24 milliards d'allègements fiscaux. Or, que Mme Merkel fasse pas le même effort d'investissement que nous, elle a raison. L'Allemagne est en avance, nous sommes en retard. C'est une réalité. On ne peut pas lui demander de faire la même chose. Mais bon, avec les 13 milliards qu'on récupère des banques et les 22 milliards qu'on va lever sur le marché, si vous les comparez aux 24 milliards d'allègements fiscaux de Mme Merkel, on est quand même dans la même ligne. Deuxièmement, à l'intérieur de ce qu'on va faire, ça, M. Ricol, puis les ministres, le Premier ministre en décideront, mais il y aura des projets européens. On a annoncé, par exemple, de l'argent pour les pôles de compétitivité. Je souhaite vivement qu'on ait des pôles de compétitivité plus européens, notamment avec nos amis allemands. J'ai annoncé la 4e génération du nucléaire, celle qui nous permettra d'utiliser la plus grande part de l'uranium extrait, alors qu'aujourd'hui, il faut bien dire qu'il y a beaucoup de déchets. Franchement, si on a un partenaire européen avec qui on peut faire ça, on ne se gênera pas pour le faire. Et pourquoi pas un jour avec les Allemands? Enfin, il y a des tas de possibilités, bien sûr. Hein. Ça n'a pas vocation à être totalement franco-français, bien sûr. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Ma question porte sur la politique économique, pas sur la monarchie. Et les résultats de l'économie française sont plutôt meilleurs que ceux des économies voisines. Et il serait injuste de dire, je suppose, que le gouvernement n'y est pour rien. Donc il y a des résultats plutôt meilleurs. La question est la suivante, c'est que... Je commence bien ma semaine, Monsieur Geoffrin. Oui, mais... Je suis venu pour vous réconforter. J'attends la suite, mais compte tenu de ce Attendez la suite. Compte tenu de ce que vous venez de dire, allez, libérez-vous, parce que franchement, là, c'est... Non, mais on essaye de s'attacher aux faits, même quand ils vous sont favorables. Et... C'est pas trop douloureux, docteur. Non, ça va. Non, merci. La question, c'est que quand on interroge l'opinion, par sondage, et les élections, il y en a eu, et il y en aura pour l'instant par sondage, la perception n'est pas la même. C'est-à-dire que on a fait un sondage ce matin via Voice, Libération. À 57%, l'opinion juge votre bilan négatif. C'est un fait. Hein, celui-là vous est défavorable, mais c'est un fait aussi. Est-ce qu'on peut expliquer ce décalage? Est-ce que vous pouvez expliquer ce décalage? Et j'ai lu dans le Parisien que les dépenses de communication à l'Élysée étaient importantes. Donc, question, est-ce qu'elles sont vraiment bien employées? C'est vraiment une question économique. Hein. On est vraiment au cœur de la stratégie économique. D'abord, merci de reconnaître que la France s'en sort mieux économiquement que les autres. Mais déjà, vous comprenez, Monsieur Geoffrin, quand vous dites ça, c'est énorme. Parce que quel est le problème d'un président de la République si ce n'est de mieux protéger son pays dans la crise que les autres dirigeants? Déjà arrivé à ça. Vous me dites qu'il y a un problème de perception. Mais je le comprends. Mais je le comprends. Parce que les gens, ils voient les statistiques, ils voient les agrégats macroéconomiques, mais dans leur vie de tous les jours, ils souffrent. Et celui qui est au chômage, qu'est-ce que ça peut lui faire? Qu'on dise, ah, mais vous savez, c'est pire ailleurs. Donc la perception, c'est tout à fait naturel, Monsieur Geoffrin. Et je suis sûr que vous n'aviez même pas besoin de ma réponse pour comprendre ça. Observateur attentif et aiguisé comme vous l'êtes. Bien sûr. Mais, enfin, puis-je vous suggérer une question pour une prochaine étude? Vous auriez dû demander, et s'il y avait eu quelqu'un d'autre à sa place, est-ce qu'il aurait mieux fait? Ça aurait complété votre étude. Elisabeth Chevelet, par Image. Je voudrais revenir à... Vous nous avez montré à quel point vous étiez soucieux des deniers de l'État à l'euro près. Et il y a une mesure qui est la baisse de la TVA dans la restauration qui, en 2010, va vous coûter 3 milliards d'euros.
c'est-à-dire quasiment 10% du grand emprunt, avec un résultat que tout le monde, y compris vos ministres, trouve très décevant en matière d'emploi, en matière de baisse des prix. Donc ma question elle est simple, Monsieur le Président, face à cet échec qui est assez coûteux pour les finances publiques, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous allez faire? Et êtes-vous sûr que c'est une question? Parce que, dire que face à cet échec, qu'allez-vous faire? Bon, ça n'a pas une réponse fermée, hein. Non. D'abord, là encore, si c'était si étrange que ça, je vous pose la question, pourquoi Mme Merkel vient-elle de décider de faire la même chose? Pourquoi? Si c'est un tel échec, je pose la question de savoir pourquoi Mme Merkel, à la tête de la première économie d'Europe, vient décider de baisser la TVA sur la restauration à 7%. Comme Mme Merkel est quelqu'un de sensé, quelqu'un qui réfléchit, pourquoi a-t-elle décidé de faire la même chose? Essayez d'élargir votre réflexion aux autres. Non seulement cette décision qu'a prise la France n'est pas combattue par les autres, mais dans son programme, Mme Merkel a dit « L'une des premières décisions économiques que je vais prendre, c'est de baisser la TVA sur la restauration en Allemagne. » C'est donc que cette mesure demande une autre appréciation. Deuxième remarque. Si je ne l'avais pas fait, vous auriez été un certain nombre ici, et je suis sûr que vous aurez l'honnêteté de le reconnaître, à me dire pourquoi ne respectez-vous pas vos promesses de campagne? Il se trouve en plus, c'est pas moi qui avais fait la promesse, c'est Jacques Chirac. Voyez-vous comme je suis généreux? Je tiens même la promesse de mon prédécesseur. Il n'avait pas eu le temps de la tenir. Je la tiens pour lui. Mais si je ne l'avais pas fait, Mme Chavelet, il n'y aurait pas quelqu'un qui serait levé en disant « C'est scandaleux, vous aviez promis, vous n'avez pas tenu. Vous avez menti. » N'est-ce pas qu'on me le dirait? Troisième remarque, Mme Chavelet. Je partage en rien votre analyse sur le fond. Si c'est tellement choquant de mettre la TVA à 5,5, mais pourquoi n'y a-t-il pas eu dans la presse une violente campagne de communication pour dénoncer la TVA à 5,5 dans la restauration rapide? Mais pourquoi? Chez McDo, chez Burger King, la TVA était à 5,5 avant que je prenne cette décision-là. Je n'ai pas vu un article disant qu'il fallait revenir sur cette TVA. Pas un seul. Vous-même, sans doute, quand vous allez là-bas, prendre votre petit paquet, vous ne dites pas « c'est scandaleux la TVA à 5,5 ». Et au nom de quoi, Madame Chavelet, devrais-je considérer, au nom de quoi, qu'un restaurateur qui ne met pas de service à la personne, c'est-à-dire qui ne crée pas d'emploi pour servir à table, devrait avoir une TVA à 5,5 et le petit bistrot du coin qui embauche, qui engage, qui crée de l'emploi, d'ailleurs de l'emploi peu qualifié dont on a tellement besoin par ailleurs, il est normal que lui, il ait une TVA du triple. Quelle curieuse conception, Mme Chavelet. Enfin, dernier point, oui, c'est un sujet qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous savez que ça coûtera 3 milliards? Est-ce qu'on sait ce que ça ramène en matière de tourisme d'avoir 35 000 ou 36 000 restaurants, cafés-restaurants, bars tabac qui servent, qui font la spécificité de la France, qui est le pays qui reçoit le plus de touristes au monde? Est-ce qu'on sait ce que ça ramène? Ce que ça rapporte? Puis ces gens qui toujours demandent jamais rien, ils demandaient qu'une seule chose, Mme Chavelet, être traités à égalité de concurrence avec des grandes chaînes de restauration rapide. Pourquoi leur en vouloir? Pourquoi le leur reprocher? Pourquoi les détester de ça? Et enfin, comme vous le savez, les discussions ont repris ces jours-ci, et je suis sûr qu'il faut trouver un accord. Donc s'il y a bien une décision que je ne regrette pas, c'est celle-là. J'espère vous l'avoir montré. Je pense que ce n'est pas parce que les gens ne disent rien, qui travaillent dur, qui jouent toute leur vie, leur retraite sur la valeur de leur fonds de commerce. Ils sont en général en famille, ils comptent pas leurs heures. C'est pas parce que cette France qui travaille dur demande rien qu'il faut jamais penser à cette France-là. Enfin, un dernier point. Vous savez, les responsables politiques qui font des promesses d'avant-campagne puis qui les tiennent pas, ça pèse lourd au moment
des choix démocratiques et de l'extrémisme. Et cette promesse sur la TVA dans la restauration, c'était devenu la ligne rouge qui faisait des responsables politiques des menteurs. Et vous le savez très bien. Des gens qui promettent et puis qui ne tiennent jamais. À partir du moment où je m'étais engagé, j'ai voulu tenir. C'est peut-être ma spécificité. Mais je n'ai pas l'intention de m'en excuser. Et c'est pour ça que je tiens là-dessus. Je crois que c'est juste sur le fond. Et qu'en opportunité démocratique, il faut arrêter de faire des choses qu'on annonce et qu'on ne fait pas. Ou alors il fallait avoir le courage de dire on ne le fera pas. Ça, c'est tout à fait possible. Monsieur le Président, ici Emmanuel Jarry de Reuters. Vous avez évoqué tout à l'heure le développement d'un réacteur nucléaire de 4e génération. Est-ce que cela suppose la refonte de la filière nucléaire? En tout état de cause, quelles sont les pistes que vous envisagez pour la refonte de cette filière et le rôle des différents acteurs? Et troisième point, est-ce que cette refonte pourrait inclure l'entrée dans le champion français du nucléaire d'acteurs étrangers? Bon, c'est une vaste question. De toute manière, la refonte, elle aura lieu. On travaille dessus. Hein. C'est à la fois une formidable chance pour la France d'avoir des géants de l'énergie. Je pense à Total Elf, à EDF bien sûr, à GDF Suez, à Areva. Hein. C'est vraiment une chance pour nous. Deuxièmement, si vous regardez même Areva, une entreprise importante avec 3 métiers. Un métier minier, le métier de la construction du réacteur et le métier du retraitement. Donc, que nous ayons à réfléchir sur l'avenir de la filière et les moyens à lui consacrer, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons avec le Premier ministre, le ministre de l'Industrie, Madame Lagarde. C'est une affaire extrêmement complexe. Est-ce que nous aurons besoin de partenaires extérieurs? Oui. Je crois que je peux le dire sans prendre le risque d'anticiper des décisions. Pourquoi? On en aura besoin parce que c'est une filière extrêmement consommatrice en capitaux pour développer des process. Par ailleurs, il y a un problème considérable d'ingénieurs. On a besoin de centaines et de milliers d'ingénieurs dans notre pays. Tout ça demande des efforts de formation considérables. Troisièmement, je reste convaincu qu'il est capital que l'Europe ait une politique d'énergie commune. Et donc, dans les semaines qui viennent, on sera amené à faire des choix pour donner les meilleures chances de développement à la filière électronucléaire française en maintenant 1 euro pour le renouvelable, 1 euro pour le nucléaire. Peut-être une dernière question. Alors, elle viendra de l'Allemagne, Michaela Wiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Monsieur le Président, vous avez beaucoup mentionné l'Allemagne, je vous en félicite. Et donc, mais qu'est-ce qui se passe ce matin? Il y a un problème. Non, c'est pas tous les jours que le président de la République a sur tous les sujets dans l'optique le grand partenaire allemand. Non, je voulais vous demander si, là, on a bien vu, et vous l'avez mentionné, que l'Allemagne n'avait pas les mêmes besoins, les mêmes priorités sur le grand emprunt, si vous envisagez, parce qu'on rentre là dans une phase très active de coopération franco-allemande en vue du prochain Conseil des ministres début février, s'il y a des domaines où vous voyez justement, non pas un emprunt national, comme vous l'avez présenté, mais la possibilité de faire des investissements d'avenir ensemble pour être en quelque sorte cette avant-garde européenne pour le reste de l'Europe. Oh oui. Et dans quel domaine, bien sûr? C'est la question qui est intéressante, parce que est-ce que vous ne croyez pas que les Allemands ont moins confiance dans les choix de l'État, ont plus peur que l'État puisse se tromper, comme c'était le cas avec le Super Phoenix ou... Là, ce n'est pas des choix de l'État, madame. C'est l'État qui met des moyens. Non, les perspectives avec l'Allemagne, par exemple l'industrie d'armement. À ma connaissance, les Allemands, si mes renseignements sont exacts, fabriquent des sous-marins.
Nous aussi. Nous aussi. Nous avons une frontière commune. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire un grand pôle de compétitivité sur un domaine à définir, alors avec le privé? Ne peut-on pas imaginer une université commune? Et puis je vais vous dire quelque chose. Siemens, c'était dans Framatome. Je veux le dire, je regrette que nous n'ayons pas des projets d'avenir ensemble. Siemens est une très très grande entreprise, remarquable. Ils étaient dans Framatome. Bon, depuis, il y a d'autres choix qui ont été faits, mais il n'appartient pas de porter un jugement. Mais je sais que le nucléaire est une question difficile en Allemagne, mais permettez-moi de vous dire que nous avons, nous, 62 centrales nucléaires. Le jour où les vents sont ouest-est, que les centrales soient ici ou chez vous, le problème est le même. Et vous le savez très bien. Enfin bon, il y aura beaucoup de possibilités de développement. Moi, Madame Merkel comme moi, nous souhaitons enraciner l'axe franco-allemand dans de multiples projets. Une dernière question peut-être. Dernière, alors voilà. Dominique Seux, devant vous, les journaux Les Échos, juste devant vous, Monsieur le Président. Devant vous, un peu à droite, voilà. Un ex-salarié d'HSBC a apporté... C'est pas facile de vous voir. Hein. Voilà, effectivement. Vous a apporté une liste de contribuables, de 3000 contribuables français qui auraient des comptes en Suisse, a fait circuler cette liste et on découvre qu'il y aurait en fait 130 000 noms sur ces listes. Est-ce qu'au fond, il est normal, moral, que la traque à la fraude fiscale se fasse par ce type de moyens? J'avais une seconde question, mais c'était est-ce que la France et l'Allemagne sont prêts à secourir la Grèce si le besoin s'en faisait sentir, s'il y avait des défaillances dans ce type de pays? Merci. D'abord, la lutte contre la fraude fiscale, elle est morale. Elle n'est pas normale, elle est nécessaire et elle est morale. Et je ne vois pas au nom de quoi le ministre du Budget, qui dirige l'administration fiscale, devrait considérer comme normal et comme moral que des gens fraudent le fisc. Deuxième remarque, nous sommes dans un état de droit. C'est à la justice de dire ce qu'il en est. Mais imaginez aussi une administration qui reçoit des renseignements et qui les met à la poubelle. J'attends avec intérêt les questions qui nous auraient été posées à ce moment-là. Sans doute, on nous aurait félicité pour notre respect scrupuleux des règles juridiques françaises. Sans doute, monsieur Seux. Hein? Sans doute. Voilà. Donc, laissons se développer l'affaire. Enfin, je dis, moi, je ne la connais pas dans le détail. Je fais toute confiance au ministre du Budget là-dessus, mais je le soutiens dans son action pour lutter contre la fraude. Enfin, c'est quand même normal. On ne peut pas considérer que ça ne soit pas un problème et un problème essentiel et difficile. Nous ne sommes pas là pour protéger les fraudeurs. Maintenant, il y a des règles, elles doivent être respectées. Et je fais confiance à Éric Woerth et à la justice pour voir dans quelles conditions ça doit être mené. Bon, sur la Grèce, j'ai entendu M. Papandréou au Conseil européen de jeudi et de vendredi dernier. Nous avons tous été convaincus par ses explications et nous lui faisons confiance pour redresser une situation qui devait être redressée à bref délai. Mais j'attire votre attention, les chiffres contradictoires que nous avons sur la situation économique montrent qu'il faut continuer à soutenir la croissance. Je crois que c'est très, très important. Tant que la croissance ne sera pas vraiment revenue, nous soutiendrons l'activité. Parce que si ça replonge, alors ça sera beaucoup plus grave pour tout le monde. Donc la stratégie du G20 et la stratégie des 27 en Europe, c'est la même, on soutient l'activité et la croissance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte des comptes, mais ça c'est la stratégie. Merci à tous.
Vous venez de suivre en direct sur notre antenne la conférence de presse de Nicolas Sarkozy, le président de la République qui a réaffirmé